peut peut-être prendre la question: «Quelle est l'utilité publique des cryptos?» d'Alexandre. Je vois pas où est-ce qu'elle est. 18h07. 18h07. Ah ouais. Tu veux répondre? Oui. Ah bah, Donc vas-y. ça, c'est encore pareil. Je pense qu'il me semble que c'était lui qui avait posé aussi la question sur le Ponzi, qui avait mis le commentaire. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il y a aussi un effet de biais cognitif ou de ne pas avoir vécu certaines situations. Mais moi, pour avoir été en contact avec des personnes qui viennent du Venezuela ou de pas mal de pays d'Amérique latine, l'utilité publique des cryptos, ils l'ont compris tout de suite, en fait. Nous, on est encore protégés dans notre bulle zone euro, où bien qu'on se fait bien latter par l'inflation. Bon an, mal an, on arrive quand même à, même si on perd du pouvoir d'achat tous les ans, à pouvoir aller au supermarché et pas voir les prix qui font x2, x3 en quelques semaines. Mais il y a certains pays d'Amérique latine, l'Argentine notamment en ce moment, qui ont une très grosse inflation. Le Venezuela, par exemple, bon, ça fait pas mal de temps. Donc, ils ont très bien compris l'utilité de pouvoir investir dans quelque chose qui garde quand même euh, une partie de sa valeur. Alors, bien qu'il y a des dumps, mais sur le long terme, on voit quand même l'augmentation de la valeur et la conservation du pouvoir d'achat avec les graphiques qu'on a montrés par rapport aux monnaies fiat de leur pays qui peuvent se prendre des dévaluations des 20, des 30% en quelques semaines, voire voilà, de perdre 200% du pouvoir d'achat en quelques mois, voire sur un an. Donc, ils comprennent de suite l'utilité d'investir dans ce type d'actifs. Et après, il faut savoir aussi que le fait de pouvoir envoyer de l'argent peer-to-peer à n'importe quelle personne dans le monde sans barrière d'entrée, sans avoir bien payé des frais, parce qu'il faut savoir que toutes les diasporas, que ce soit d'Afrique, d'Amérique latine par exemple, qui sont venus en Europe ou aux États-Unis par exemple, qui travaillent, il y en a beaucoup qui envoient de l'argent à leurs familles qui sont restés dans leur pays d'origine. Et il faut savoir qu'il y a un business de plusieurs dizaines de milliards sur les frais de transaction pour renvoyer de l'argent. Donc, il faut aller à Western Union, tu vas au guichet, tu C'est une payes honte, ça. des frais mirobolants, tu payes jusqu'à peut-être 20% de l'argent que tu envoies dans ton pays d'origine, qui vont passer par je ne sais pas combien de banques, qui vont recevoir l'argent 3-4 jours après, avec 20% des frais qui sont partis. Tu crois que l'utilité publique, là, ils n'ont pas compris directement et qu'ils ne sont pas déjà en train de l'appliquer? En fait, il y a toute une partie qui est peut-être aux origines de la crypto-monnaie, tout ce qui est échange de valeur de manière peer-to-peer sans acteur centralisé. Nous, on n'a peut-être pas besoin de cette utilité et je pense qu'effectivement, la plupart des gens, c'est plus la spéculation, l'aspect investissement, mais il y a vraiment cette technologie à la base qui est la blockchain qui permet d'avoir des choses qu'on n'avait pas disponibles jusqu'à présent en termes d'utilité, de possibilités. Pareil, d'avoir une base de données immuable qu'on ne pourra pas modifier, ça, quelle est la valeur de ça, tu vois, par exemple, avec les réseaux sociaux qui peuvent être censurés, toute l'information qui peut être trafiquée, d'avoir la possibilité d'inscrire de manière indélébile, qu'on ne puisse pas effacer sur un registre qui est en plus distribué, que tout le monde peut consulter publiquement. Peut-être qu'en ce moment, on ne met pas une vraie valeur parce que c'est quand même difficile de mettre une valeur derrière ça, mais ça, quelle est l'utilité publique et quel est le potentiel derrière tout ça, en fait. Je pense que réellement, tu vois, l'utilité publique de la crypto et au-delà de ça, de la blockchain, je pense qu'on n'a pas été, on est trop enfermé, tu vois, on n'est pas assez ouvert sur ce qui se passe partout dans le monde, mais je peux vous dire qu'il y a des pays, même dans certains pays, je sais plus, il me semble que c'était plusieurs pays d'Afrique qui ont interdit le Bitcoin, qui ont interdit la crypto-monnaie, mais les personnes ont quand même trouvé des moyens d'en acheter avec des premiums en plus, donc des prix plus élevés que le prix du marché global, parce que c'était plus difficile pour eux d'y avoir accès. Mais dans ces situations-là, on se rend compte que souvent, quand il y a une interdiction des cryptos, le prix augmente dans ces pays-là. Parce que s'ils l'interdisent, c'est qu'en général, c'est pas pour rien. Il se passe des choses au niveau économique, au niveau financier, donc ils veulent empêcher les gens de passer sur d'autres devises ou les crypto-monnaies. Mais il y a plusieurs exemples. Je ne me rappelle plus le pays. Bon, bref, on pourra chercher l'info, mais renseignez-vous sur qu'est-ce qui se passe quand on interdit le Bitcoin. Regardez le prix dans ces pays-là, les premiums qui sont payés, l'utilité publique des cryptos. Voilà, il y a vraiment des éléments qu'on a vite tendance à oublier parce qu'on est encore quand même relativement protégé de certains événements qui pourraient arriver d'ailleurs, pourquoi pas. Donc, pas forcément à tout mettre de côté, ou c'est que de la spéculation, c'est que du Ponzi, ça sert à rien. Voilà, il y a quand même certains éléments qui sont à la base de la crypto qu'il est bon de rappeler parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Voilà, la blockchain, le ledger décentralisé, immuable, peer-to-peer,
voilà, on n'en parle plus parce qu'on en a tellement parlé que ça devient gonflant. Mais de temps en temps, il faut quand même le. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais ce qu'on dit globalement, c'est que là, tu as cité des pays, tu vois, comme le Nigeria, l'Argentine, le Venezuela et tout. Et en fait, on a toujours l'impression que ça se passe ailleurs, tu vois. C'est problématique. Et quand tu es en Europe, pour monsieur et madame tout le monde, on va pas se leurrer. Hein. Les mecs qui investissent dans le Bitcoin aujourd'hui, à part très peu de personnes, c'est pas pour leur souveraineté monétaire. C'est pas pour, comme ce que dit Michael Saylor, d'investir sur une plateforme qui permet de recevoir, échanger et de stocker de la valeur à travers l'espace et le temps. Tu vois. Ça, la plupart des gens, ils en ont rien à secouer. Ils se disent, j'investis dessus, c'est un véhicule spéculatif pour gagner de l'argent. Et en Europe, on le voit comme ça parce qu'on a accès à un compte bancaire, parce que quand tu veux investir, tu peux ouvrir un compte chez un broker, chez Interactive Broker, chez DEGIRO, chez Trade Republic ou ce que tu veux pour investir sur les ETF et tout. Sauf que comme tu dis, hein, dans plein de pays où au final, tu as la monnaie locale, tu n'as même pas le droit d'avoir du dollar parce que si tu as du dollar, tu peux aller en prison. Donc, tu es obligé d'avoir une monnaie qui se dévalue sous forme d'hyperinflation. Et là, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Il vaut mieux avoir du Bitcoin que d'avoir du pesos argentin parce que de toute façon, c'est ça où tu ne peux pas bouffer. Donc oui, tu vois. Mais je pense que petit à petit, et on l'a vu même dans des pays qu'on dit développés, même si j'aime pas ce terme, au Canada, quand il y a eu la révolte des truckers pendant la crise sanitaire, on a fermé des comptes bancaires de tous ceux qui faisaient ces manifestations. Donc quand on dit que ça arrive en Argentine, que ça arrive au Venezuela, que ça arrive uniquement dans des pays où peut-être qu'on ne foutra jamais les pieds, c'est arrivé aussi dans des pays qu'on dit développés. Hein. Quand il y a eu les faillites des banques en Europe, et même nous qui travaillons aujourd'hui dans la crypto, hein, avec notre entreprise dans la crypto, on s'est fait fermer des comptes bancaires comme ça du jour au lendemain. Hein, juste parce qu'on a une activité liée à la crypto. Alors, pourtant, on a un comptable, on a des avocats, on fait les choses correctement, on a toujours déclaré, on a payé nos impôts, on a toujours fait les choses correctement. Mais non, simplement parce que vous êtes dans la crypto, tac, on ferme votre compte. Et ça, c'est la possibilité qu'elles ont, ces personnes-là. Du jour au lendemain, de pouvoir fermer votre compte et sans avoir de justification à vous donner d'une manière ou d'une autre. C'est fermé. De toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez appeler un avocat. Eux, ils ont tous les moyens du monde pour faire durer la procédure et vous prendre tout votre argent s'ils le souhaitent. Donc, vous jouez face à des mastodontes. La crypto, pour moi, hein, au-delà de l'aspect du véhicule d'investissement spéculatif que ça peut représenter, pour le cas du Bitcoin et l'Ether, ça sera même différent, et pour d'autres cryptos, ça va être différent, mais pour le cas du Bitcoin, c'est vraiment la reprise en main et la reprise de cette souveraineté monétaire, de se dire, tiens, cet argent-là, c'est moi qui le détiens. Parce que tous les actifs que vous détenez aujourd'hui, c'est détenu au nom d'un tiers. Les actions que vous pensez détenir sur un broker, c'est pas sous votre nom, c'est sous le nom du broker. Si le broker fait faillite, vous pouvez vous dire il a des assurances. Sauf que ces assurances aujourd'hui sont pas capables de contrebalancer toutes les pertes et les trillions de dollars qui sont investis sur les marchés financiers. Donc si demain il y a un problème, vous récupérez pas votre argent. Que ce soit votre maison, si vous l'avez à crédit, cette maison ne vous appartient pas, hein, il appartient à la banque. D'ailleurs, petit à petit, il commence en France, avec certaines lois, à remettre en perspective la propriété privée. On commence à dire vous pourrez être en possession du bâti, mais pas du terrain. Donc, si demain, le terrain, c'est pas vous qui l'avez, derrière le bâti, en fait, c'est pas vous qui l'avez véritablement. L'argent que vous déposez à la banque, c'est pas le vôtre. Hein. Les gens, ils disent c'est mon argent. Ah ouais? Essayez de prendre votre argent. Demain, vous retirez 10 000 balles de votre banque. Là. Vous allez l'avoir. Vous dites je veux retirer 10 000 balles ou je veux investir 10 000 balles dans Kraken. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont vous appeler, ils vont vous faire chier, ils vont vous dire il faut se déplacer en physique, il faut signer des trucs et pourquoi vous avez besoin de cet argent et tout. C'est pas votre argent. Si demain la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Ce que vous avez, c'est une reconnaissance de dette, c'est une créance. Donc si demain la banque fait faillite, vous perdez votre argent comme une entreprise. Hein. Et donc pour moi, les seuls vrais actifs que vous pouvez détenir en nom propre, c'est l'or, les métaux précieux, les Rolex, peut-être l'œuvre d'art, etc. Tu vois, les trucs que tu as vraiment en physique. Le seul problème, c'est que tu as la contrepartie physique. Ça s'abîme, ça se fait voler, ça peut s'abîmer, etc. Le Bitcoin, c'est pas ça. Si demain, tu es dans un pays qui est corrompu, la réglementation change, tu veux changer de pays avec tes richesses et ce que tu veux, comment tu fais avec tes lingots, avec tes colliers d'or ou avec tes gros tableaux là? Comment tu fais pour passer? Tu peux pas. Tu as des restrictions qui sont énormes. Alors qu'avec tes cryptos, elles sont déjà dans l'autre pays. Avec ta seed phrase, tu peux garder dans ta tête, tu peux l'avoir de l'autre côté. Ça, pour moi, c'est une liberté, mais absolue, en fait. Alors aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte en Europe qu'on a besoin qu'on aurait potentiellement besoin de ça parce qu'on n'a jamais vraiment eu besoin de ça aujourd'hui. Mais la dimension dans laquelle on est en train d'avancer à l'heure actuelle, c'est pas dit qu'on n'en ait jamais besoin. Et si jamais ça arrive, aujourd'hui, vous avez un choix. En fait, moi, c'est ça le truc. C'est qu'on a un choix. Avant, vous n'aviez pas le choix. Votre argent, vous étiez obligé de le laisser à la banque dans ces trucs-là. Où vous ne pouviez pas maîtriser le risque.
Si demain on vous dit cet argent-là, il n'est pas à toi, ah tiens, la crise des subprimes 2008-2009, les banquiers, les agents immobiliers, tous les véreux, là, même les agences de notation, il n'y en a pas un qui a fait de la tôle. Hein. Ils sont partis avec des parachutes dorés, il n'y en a aucun qui a fait de la tôle. Ceux qui en ont payé les pots cassés, c'est des particuliers à qui on a prêté des sommes importantes et qui ont dû se séparer au final de tout ce qu'ils avaient parce qu'on leur a prêté de l'argent qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Et donc je me dis, aujourd'hui on a le choix. En fait, on décide d'utiliser la crypto comme un levier pour accélérer sa liberté financière comme un véhicule spéculatif, ou on décide de l'utiliser aussi pour la souveraineté monétaire et le côté cypherpunk, ce pourquoi ça a été créé, ou alors on décide de ne pas l'utiliser parce qu'on considère que c'est trop risqué. Mais aujourd'hui, on a le choix. On peut sortir de ce système et se dire je n'accepte pas ça et je veux me protéger. Et si jamais j'en ai besoin, eh ben, je pourrais avoir un actif que je détiendrai en nom propre, avec tout ce que ça implique aussi. Hein. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais je pense que c'est ça. Et une fois que tu as compris tout ce qu'il y a derrière, tu es beaucoup plus serein parce que tu te dis on peut tout m'enlever, on peut me prendre ma maison, on peut me prendre tous mes actifs. Le Bitcoin, compliqué. Oui, c'est ça. En fait, tu reviens au fondement de la monnaie. Là, je suis en train de lire Broken Money de Lynn Alden. Et en fait, tu retournes voilà, les commodities, l'historique de la monnaie. Et c'est des choses qui sont abordées aussi dans ce Bitcoin standard. Et je pense que c'est des choses, voilà, quand tu t'intéresses à l'univers crypto, ça permet aussi de découvrir ces aspects-là, alors qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'investissement, même si un petit peu quand même. Mais il y a des aspects qui vont bien au-delà de tout ça. Et c'est vrai qu'on en parle moins souvent parce qu'encore une fois, c'est des repoussoirs à vue parce que les gens ils veulent savoir la crypto-monnaie, le pourcentage, les bagues, investissement. Et bien sûr qu'on est là pour ça aussi. Mais il y a aussi, au-delà de ça, tout cet aspect à considérer quand on rentre dans les crypto-monnaies. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui utilisent la crypto-monnaie, pas pour la spéculation, mais pour cette partie utilité publique. Donc, je pense qu'il faut peut-être pas prendre d'autres questions s'il y en a. Ouais. Mais je pense que c'est important, surtout sur des formats longs où on n'est pas contraint par le temps forcément, de prendre le temps de remettre certains points au clair et aussi peut-être d'en faire, voilà, de discuter, d'échanger des opinions. Parce qu'au final, voilà, tu as des personnes qui sont là juste pour l'argent et se rendent compte que au-delà de ça, il y a peut-être encore d'autres problématiques, d'autres thématiques qui peuvent être à creuser. Voilà. Est-ce que j'essaie d'y aller, est-ce que je n'essaie pas d'y aller Et surtout, je pense que quand on parle de valeur, du concept de valeur, il faut comprendre que c'est subjectif aussi. Vous pouvez voir de la valeur dans quelque chose et quelqu'un qui ne va, contrairement de vous, ne va pas pouvoir y voir de la valeur. Vous donnez un lingot d'or, vous mettez un lingot d'or dans la savane à un singe, il n'en a rien à secouer de votre lingot d'or. Vous mettez un lingot d'or à New York City, ou même à côté de chez vous, vous allez le ramasser parce que vous y voyez de la valeur. Les gens vont justifier cette valeur-là par l'utilité que ça peut avoir. Ah bah regarde, l'or, on peut l'utiliser pour créer des composants électroniques pour les ordinateurs et tout. Et oui, ça drive une certaine demande. L'Inde et la Chine qui utilisent énormément l'or pour faire des bijoux également aussi. On va dire, tiens, il y a une utilité, donc ça a de la valeur. Mais tout ce qui n'a pas forcément d'utilité ne veut pas forcément dire que ça n'a pas de valeur. Vous, aujourd'hui, le fait d'avoir un actif qui ne peut pas être manipulé dans le sens d'émission de nouveaux jetons, de nouveaux tokens. On sait que le Bitcoin, c'est capé à 21 millions. Le fait d'avoir une classe d'actifs, un actif que vous pouvez détenir en nom propre, qui vous permet de recevoir, stocker et envoyer de la valeur à travers l'espace et le temps, sans avoir de contrôle et sans avoir de limite par rapport à ça, pour vous, ça a quelle valeur ce truc-là? C'est comme mettre une valeur au tout début d'Internet. Hein. Quelle valeur vous mettiez à Internet ou au mail, ou tout ça, au tout début? On n'en savait rien. Il y avait tout un tas de marchés qui n'existaient pas en plus à l'époque. Alors là, on commence à voir des nouvelles applications avec la DeFi, avec les NFT, avec la GameFi, avec, je sais pas, l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'il y a en vogue en ce moment, les RWA. Et c'est un marché à plusieurs trillions de dollars, ça. Parce que le marché de la réserve de valeur, et le marché auquel on est en train de s'attaquer, il est monstrueux. Alors, il y en a qui vont y voir de la valeur. Il y en a qui ne vont pas du tout y voir de la valeur. Et c'est vrai que la valeur sur le Bitcoin, vous allez beaucoup plus avoir tendance à comprendre son utilité. On ne va pas avoir besoin de vous l'expliquer 50 fois quand vous êtes au Nigeria ou en Argentine, que si vous habitez bien au propre, bien au chaud en France, sur lequel vous n'avez jamais eu de problème en fait avec ça. Mais la valeur, encore une fois, je le répète, mais c'est très subjectif. Vous pouvez voir de la valeur sur quelque chose, et moi je vous pose, et d'autres nous pourront très bien se dire, je ne vois pas forcément de la valeur dessus. Mais je vous pose la question. Aujourd'hui, le fait d'avoir cet outil-là, parce que ça reste un outil, hein, les gens l'utilisent pour gagner de l'argent, mais oui, mais c'est un outil. Cet outil, aujourd'hui, pour vous, ça a quelle valeur? Moi, j'y vois une valeur monstrueuse, en fait.
Ouais, mais surtout, c'est une technologie, c'est comme tu disais, par exemple, pour prendre l'exemple d'internet, au début, quand c'est sorti, que les gens commençaient à s'envoyer des mails un petit peu, tu pouvais se dire: «Ah d'accord, ça va servir à communiquer». Tu pouvais prévoir peut-être les appels visio, les appels téléphoniques, mais qui aurait pu prévoir qu'on aurait des voitures avec des GPS connectés à internet, qui pouvaient commander leurs pièces Exactement. directement avec, l'autoguidage et tout? Enfin, il y a des technologies qui arriveront, des possibilités dans le futur qu'on peut même pas imaginer maintenant et que personne peut imaginer à l'heure actuelle, mais qui dans 10, 20 ans, auront profité de plusieurs inventions dans différentes technologies pour créer quelque chose de nouveau qui sera, qu'on passera de 0 à 1 comme on dit, et ça sera quelque chose de complètement nouveau qui apportera des opportunités exceptionnelles. Donc il y a au-delà du fait, en plus qu'il y a déjà des utilités publiques, s'intéresser à cette technologie, ça permettra aussi de prendre parti à des révolutions technologiques futures qui arriveront immanquablement avec l'IA, les cryptos. Enfin, c'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce qu'on sait très bien que même si des fois on ne voit pas trop l'intérêt, que c'est encore balbutiant, c'est un peu vert, tout ça, dans le futur, on sait qu'il y aura plusieurs choses et d'un moment, bam, il y aura une nouvelle invention, quelque chose de nouveau qui va peut-être révolutionner comment on vit. Soyons fous, mais pourquoi pas? Tu vois, par exemple, l'Internet, la communication, et le fait d'être early adopter, d'être présent au début, on pourra profiter d'opportunités, ne serait-ce que utiliser la technologie et en tirer profit, et pourquoi pas pour la partie investissement. Euh, mais voilà, on sait que ça arrivera. Donc c'est aussi, il y a tout cet aspect-là de prévoir le futur en étant early sur quelque chose qui va très certainement changer au moins une partie de comment on voit les choses, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, tu vois.